RCF. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait 2 mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. C'est magnifique, juste avant de partir en vacances. Ballon de Pogba, le marque Pogba pour Mbappé, dans la salle de réparation, Mbappé qui va écarter, Dembélé la frappe. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Avec pudeur, ils osent pas vous le dire, ils vous aiment. Dembélé. 3-2 pour l'équipe de France. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver, ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir. Ils attendent. Bonsoir à tous, bienvenue sur RCF Charente, il est 18h27, c'est donc l'heure de Parlons Foot, la 9e émission, la seule émission pour le football charentais et par le football charentais. Bonsoir Jean. Bonsoir. En forme ? En forme, toujours en forme. Très bien, on te retrouve dans quelques secondes pour ta fameuse chronique des résultats. On va le temps pour nous de saluer nos deux invités du jour, Donatien Gomis, bonsoir Thomas. Bonsoir. Et Jean-Jacques Bayola. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à vous. Merci à vous deux de nous avoir rejoints dans les studios d'RCF Charente. Et donc on revient, comme je te l'avais promis, tout de suite à toi Jean. Et oui, on y va. Et oui, malgré le coronavirus, ces rencontres sportives étaient maintenues ce week-end en Charente. Pour le plus grand plaisir des supporters, retour donc sur les principaux résultats sportifs du week-end. Et on commence avec le trail urbain d'Angoulême qui a réuni ce week-end 850 coureurs sur 3 courses, et notamment l'épreuve phare du 20 km remportée cette année par Justine Deschamps pour les filles et Valentin Deschamps pour les garçons. En handball, les filles de l'ACH se sont facilement imposées samedi face à la Roche-sur-Yon 28-20. Moesta a notamment inscrit 6 buts, ce qui permet aux Angoumoisines de consolider leur 3e place à 1 point du dauphin Mios Biganos. C'était en revanche plus difficile pour les filles de Cognac qui se sont inclinées à domicile face à Limoges 29-26 et pointent donc à la 5e place du classement de National 2, ce qui promet une course au podium beaucoup plus compliquée. Du côté des garçons, l'équipe senior de Cognac s'est imposée face à Brive 36-25 avec notamment 8 buts signés Théo Rabot, des Cognaciers qui restent premiers de pré-national et qui se rapprochent encore plus d'une montée en National 3. Enfin en football, la CFC s'est inclinée face à Romorantin 3-1 avec un but signé Séné à la 24e minute pour les Angoumoisins. À égalité à la pause, Hervé Louba a tenté un changement de système de jeu en faisant rentrer Portejoie, un coaching qui ne s'est pas avéré payant cette fois-ci et qui laisse la CFC à la 9e place du classement avec 27 points à 6 points du premier relégable. Rappelons que la CFC compte encore un match en retard à jouer mercredi face au Stade Bordelais, actuelle lanterne rouge du championnat. Effectivement, oui. Alors dans les changements qu'il y a eu, il y a eu l'entrée d'Anthony Portejoie, Alain Mogès et Benjamin Barque. Mais voilà, ça n'a pas suffi. On va revenir avec toi, Donna, sur cette défaite. Alors certains disent, pour entrer dans le vif du sujet, que voilà, c'est l'un des plus mauvais matchs depuis plusieurs saisons. Hein, donc ça y est, c'est fait, la purge elle est faite. Maintenant on peut passer au meilleur, c'est ça un peu l'idée ? J'espère. Hein. C'est vrai que ce week-end c'était compliqué, c'était très compliqué. On n'a pas trouvé les solutions pour bouger cette équipe. On était bien parti quand même, on a ouvert le score, mais derrière on n'a pas su tenir ce score. Et juste un petit peu avant la mi-temps, on se fait égaliser et ensuite on prend un 2e but au retour de la mi-temps, puis un 3e. C'est vrai que dans le contenu, on n'a pas développé un très beau jeu et je pense qu'il y a un petit peu de fatigue peut-être de notre côté. Après, on fera mieux les prochains matchs. Ouais, c'est promis. Mercredi et samedi, on fera mieux, oui, c'est promis. Et oui, parce que comme tu en fais allusion, il y a un match de retard ce mercredi à 17h au Stade Bordelais. Donc, il sera d'ailleurs à suivre en direct, en intégralité sur le Facebook du club. Et qu'est-ce qui a le plus manqué ? Ça a été quoi ? Ça a été le physique ? Ça a été quoi ? On a parlé aussi d'un manque d'envie un petit peu. C'est ça a été dans les travées de Lebon. On a beaucoup entendu ça, un manque d'envie. Est-ce qu'on peut parler de ça ? Toi qui faisais partie des 11 acteurs qui ont débuté cette rencontre ? Non, je pense pas qu'il y ait eu un manque d'envie. On est peut-être, on est passé à travers notre match, mais je pense pas que ce soit un manque d'envie. On sait que Romorantin est une équipe qui avait besoin de points autant que nous. Et on avait bien commencé ce match pourtant, mais après, je sais pas ce qui a fait que
ils ont pris le dessus sur nous et c'est sûr que c'est pas normal, mais bon, voilà, ça arrive quoi. Parce que justement, avec cette ouverture du score de Papsen, là, sur une belle ouverture de Lucas Franco, le plus dur était presque fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. On avait marqué, on avait réussi à ouvrir le score et après, derrière, peut-être qu'on s'est un petit peu relâché, on a un peu plus laissé le ballon à l'adversaire alors qu'on aurait dû continuer à attaquer et leur mettre la pression. Après, c'est mon ressenti, hein, mais après, je dirais pas qu'on a eu un manque d'envie, c'est juste qu'on est passé à travers notre match, quoi. Donc ouais, il y avait eu ce match aller qui avait eu lieu il y a quelques semaines, hein. C'était tout début février. Tu avais participé à ce match, je me souviens plus. Tu y étais aussi. Sur l'ensemble de ces deux matchs, du coup, pour toi, comment tu traduirais un peu la victoire de Romorantin par rapport à vous? Quel était leur avantage sur vous? Leur avantage, ça, je sais pas trop. C'est compliqué à dire parce que sur ces deux matchs, c'est deux mauvais matchs. À l'aller comme au retour, on n'a pas été bon contre cette équipe. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la solution, mais oui. Il est peut-être important de le dire, mais Donatien Gomis, vous jouez défenseur central, parce que ça n'a pas été dit depuis le début, donc ceux qui le connaissent, le public de la CFC. Tout à fait, tu fais très bien de revenir à la charge. Pour ceux qui écoutent peut-être d'une oreille, voilà, vous jouez défenseur central, et justement, c'est quoi la particularité d'un défenseur, surtout quand on voit son équipe justement aller vers la défaite? Comment on peut les remotiver, sachant qu'on joue plus derrière Après, c'est de la communication, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de gagner ces duels et de montrer qu'on a la rage sur le terrain. Il n'y a que comme ça qu'on peut pousser l'équipe à réagir. Si on montre qu'on est solide derrière. Voilà, c'est ça. Il faut montrer qu'on est solide et qu'on a envie de gagner tous ces duels et voilà, pour donner un peu de peps à l'équipe. Alors justement, on parlait de ton poste, puisque tu es arrivé en tant que latéral droit. Ouais. Voilà, ça a été très vite, on est vite passé dans... J'ai fait une saison entière quand même. Voilà, ouais exactement. Ouais, après, en charnière centrale, et puis là, depuis notamment ce fameux match contre Strasbourg en 6e de finale, entre autres, parce que tu avais déjà testé le poste un peu avant, on te retrouve en numéro 6. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu préfères déjà à titre perso en tant que footballeur? J'ai pas vraiment de préférence, mais c'est vrai que je prends du plaisir à jouer 6 actuellement, parce que c'est un poste où on a beaucoup de ballons, on peut se projeter vers l'avant, on peut défendre. Donc je peux continuer à défendre comme un défenseur central, mais je peux aussi me projeter vers l'avant. Et ça c'est plaisant parce que voilà, je peux participer aux offensives de l'équipe. Donc ça me plaît de jouer à ce poste aussi. On a un autre spécialiste du poste avec ce numéro 6, puis la charnière centrale. Il y avait eu presque toute la colonne vertébrale qui a été faite avec Jean-Jacques Bayola. Quelle était votre préférence lorsque vous jouiez? C'était plutôt dans le cœur du jeu ou plutôt... Alors moi j'ai débuté milieu de terrain, milieu relayeur. Et puis l'histoire a voulu qu'on me propose de jouer milieu défensif. Un rôle un petit peu plus restrictif, je dirais. Ce qui est important pour un joueur, c'est d'être capable de s'adapter et puis surtout de se remettre en cause pour essayer de donner le meilleur de lui-même. Je vous dis ça parce que j'ai une anecdote. On avait joué au Havre et la veille du match, j'ai mon coéquipier de la défense centrale qui malheureusement s'est blessé le samedi matin. Et à l'annonce de l'équipe, l'entraîneur me dit « Jean-Jacques Bayola, c'est vous qui allez jouer numéro 5 ». Alors qu'à ce moment-là, vous n'aviez jamais joué. J'avais jamais joué à ce poste-là. Et puis finalement, j'en ai pris sur moi-même. Et puis je me suis dit que c'était peut-être une chance aussi de pouvoir évoluer à ce poste-là. Et depuis ce match-là, où on les fait 0-0 d'ailleurs, on n'avait pas pris de but, j'ai joué les deux saisons suivantes, numéro 5, et ça s'est très bien passé. Donc voilà. Donc, moi, je vois justement entre vous deux, il y a quand même une voire deux générations de différence. Quels sont justement les joueurs qui vous ont inspiré à ce poste? Quels sont vos joueurs de référence? Surtout que vous, de votre côté, Jean-Jacques, vous avez affronté quelques beaux numéros 10. Numéro 10. Oui, alors c'est vrai qu'on garde toujours au fond de soi quand même plutôt les bons souvenirs. Et notamment en Coupe de France, j'ai eu l'honneur de marquer Michel Platini, qui était et donc le futur grand joueur, même s'il n'évoluait à l'époque qu'à Nancy, mais il était à Saint-Étienne juste l'année d'après.
c'est des moments très importants pour quelqu'un qui est, comme moi, plutôt modeste et qui a en face de lui un joueur quand même qui sortait de l'ordinaire. Je me suis surtout concentré sur moi-même, sur ce que je devais faire, sur ce que l'entraîneur m'avait demandé de faire, de façon à pouvoir donner le meilleur de moi-même, sans penser forcément que celui qui était en face de moi était un joueur un peu différent. Surtout qu'en plus, il me semble que dans ce match-là, vous commencez fort puisque vous prenez un carton jaune dans les premières minutes, histoire de se mettre bien en confiance. Ça faisait partie des consignes que je sers de près Michel Platini, quand même, qui était la plaque tournante de l'équipe de Nancy. Donc j'étais certainement un peu trop galvanisé, j'ai eu un manque de maîtrise certain. Donc j'ai mal maîtrisé mon geste défensif, ce qui a entraîné un carton jaune immédiat. Mais bon, par la suite, j'ai fait l'effort d'en prendre sur moi-même. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé me concernant et surtout pour l'équipe, puisqu'on a fait l'exploit quand même de marquer 3 buts, de gagner 3-0 et de se qualifier pour le tour suivant. C'était une très belle page de l'histoire du club. Dans les numéros 10 que tu as eu à marquer, toi, récemment, Donna, il y a eu Thomasson. Ouais. Qui est auteur d'une très belle saison à Strasbourg. Justement, quelle était sa particularité? Pour toi, quelle était la chose la plus difficile en marquant ce profil de joueur? C'est un joueur intelligent. C'est pas le plus physique, le plus rapide, mais il se déplace très bien. C'est-à-dire qu'il se fait oublier et il se met dans les intervalles de passe. Donc concentration maximale. C'est ça. Il faut toujours être concentré et chercher à voir où est-ce qu'il est positionné pour pouvoir le marquer, quoi. Mm-hmm. Et la seule fois où on lui a laissé un petit peu d'espace, ça fait mal. Ça fait mal, effectivement. Ah ouais, effectivement, on le rappelle, la CFC qui avait ouvert la marque par l'intermédiaire de Lucas Franco. On va y revenir d'ailleurs sur ce but. Puis derrière, un petit passage à vide de 9 minutes. 9 minutes face à une équipe de Strasbourg, pensionnaire de première division. Voilà, ça fait 4 buts. Puis un 5e en deuxième mi-temps, 5-1. Mais malgré ce score, ça avait été un match qui avait vraiment fait une excellente publicité du club, de l'équipe, de vous. Justement, on a eu cette émotion forte, c'est ce qui permet d'avoir très peu de regrets sur ce match parce qu'on a ouvert la marque. Ouais. Et racontez-nous justement ce but, comment ça s'est passé, le déroulé de l'action, quel était-il? Le déroulé de l'action, moi je sais que je récupère le ballon. Après je décale Anto qui me la remet, je retrouve Yann il trouve Lucas redécale Anto centre et le gardien à la touche et ça revient sur Lucas qui finit du gauche en plus. Et c'est une ambiance, c'était incroyable, ça fait un boucan énorme dans ce petit stade. Et c'était juste incroyable. Alors justement, on n'a pas l'habitude de ça, quoi. C'était sur ce boucan comme tu le dis que je voudrais revenir. Quand tu récupères ce ballon, tu décales. Justement, c'est à ce moment-là où le public commence à vous suivre à ce moment-là parce que effectivement, vous construisez très très bien l'action. Toutes les images sont à retrouver sur le site internet du club. Est-ce que tu le sens, l'effervescence qui monte petit à petit, le public qui vous accompagne? Là, vous êtes plus 11, mais vous êtes 6000 à construire cette action, quoi. Il y a une osmose entre vous et le public. Ça devait être formidable. Quand c'est comme ça, on est porté par le public. Enfin, dès que on a trouvé une passe vers l'avant et direct, t'entendais tous les encouragements et du coup, ça te booste et je pense que c'est ce qui a emmené le premier but. Ça nous a mis un coup de boost incroyable. Voilà. Et le lendemain matin, quel est le premier sentiment que l'on a quand on se réveille? Quelques courbatures peut-être? Ouais. Moi, pour ma part, des crampes. Ouais. Encore, parce que j'étais sorti normal. À la fin du match. Vu l'investissement que tu avais mis, ça paraît normal. J'étais KO. Ouais, le lendemain matin, on était un peu déçus de la défaite quand même, parce que on en prend quand même. Ça finit à 5-1. Ouais. On arrête de les compter avant de on a arrêté. On était un petit peu déçus, mais bon, c'était une belle fête quand même. On a fait un très beau parcours cette année, donc il y avait peu de regrets, mais un petit peu de déception et l'envie de retrouver ça en fait. On aimerait refaire un autre parcours derrière. Tu te dis, si l'année prochaine on refait pareil, ça serait tellement bien. Et c'est la magie de la Coupe de France, c'est ça en fait. L'appétit vient en mangeant. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que c'est compliqué de retrouver après les matchs de championnat? Peut-être un peu plus calme Ouais. Comment ça s'est passé cette adaptation? Le premier match de championnat derrière, c'était à domicile, c'était contre Bergerac. On a fait un match nul, un match plutôt correct.
Je pense qu'on aurait même pu remporter ce match parce qu'on loupe de grosses occasions, même moi. Et derrière, on se déplace à Romorantin d'ailleurs. Et c'est ce match-là, ça a été très compliqué. C'est les matchs d'après Coupe de France. Voilà, c'est peut-être un peu moins d'envie sur le match aller à Romorantin. Et je pense que ils nous ont bien bousculé là-bas et on a ramené quand même un match nul, mais bon, c'était un match très très compliqué. Justement, est-ce que ça se traduit forcément l'après Coupe de France? Vous, Jean-Jacques Bayola, de votre côté, vous avez été jusqu'au stade des demi-finales de la Coupe de France. Alors, on parle souvent de ce match, mais l'après Coupe de France, donc vous aviez affronté le FC Nantes, en plus c'était au moment où c'était les matchs aller-retour. Oui. L'après Coupe de France, comment s'était-il passé pour vous et pour votre équipe? Alors, notre entraîneur a mis surtout l'accent sur la récupération, qui était d'ordre passive, active. Active, c'était les soins qui étaient obligatoires. Donc, alors nous, on avait la chance d'avoir un médecin à disposition, un ostéo, 2 kinés, donc des moyens que le club n'a peut-être pas aujourd'hui. Mais il est important qu'effectivement un joueur de haut niveau puisse pouvoir se ressourcer et puis bien récupérer. Et au-delà donc de ces actions actives, il y a aussi la récupération tout simplement de repos. Donc s'astreindre à se coucher relativement tôt, à se lever relativement tôt, des choses avoir qui une peuvent hygiène classique mais primordiale. Exactement. Il faut pas oublier que l'outil premier du footballeur, c'est quand même son corps, et donc il faut en prendre énormément soin. Donc que ce soit le poids, que ce soit la nourriture, donc tous ces axes quand même qui sont hyper importants et sur lesquels le joueur doit vraiment se focaliser. Et donc ce qui nous a permis certainement peut-être d'éviter, comme le disait Donat, de perdre des matchs parce que on a manqué un petit peu de concentration, on a manqué un petit peu de dynamisme physique, mais surtout mental. Je crois que le mental joue beaucoup dans le sport de haut niveau et il faut vraiment anticiper tout ça et se donner les moyens de pouvoir arriver à limiter, je dirais, le manque de performance. Alors justement, dans le repos, il va y en avoir besoin. Il va falloir bien l'utiliser d'ailleurs, puisque là, vous attaquez une grosse semaine. Vous l'avez débuté donc avec ce match contre Romorantin, mais maintenant, il y a le Stade Bordelais mercredi, puis ensuite un nouveau déplacement contre Chamalières. Qu'est-ce que tu fais toi, à titre perso, pour préparer ces matchs ? Comment aussi on fait pour éviter d'être bien présent le jour J et pas penser encore au match d'après? Parce que c'est peut-être aussi ce qui a fait défaut samedi dernier. Peut-être que vous aviez déjà la tête au match d'après, puisque c'est tellement proche, ça s'enchaîne tellement. Donne-nous ton ressenti. Non, pour ma part, j'avais pas le match. J'avais pas la tête au match suivant. Je prépare chaque match les uns après les autres, quoi. Mais pour préparer, faut bien se reposer, faut bien dormir, faut pas se coucher trop tard, parce que après on s'entraîne le matin, donc si on se couche trop tard, on arrive fatigué à l'entraînement, c'est des risques de blessures. C'est pas se coucher trop tard, beaucoup boire, et bien s'étirer, et voilà, c'est pas faire n'importe quoi derrière, bien manger aussi. Donc, vu que les matchs sont à quelques jours d'intervalle, on peut pas se permettre de manger n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. C'est bien parce que malgré tout, tu es encore un jeune joueur. Tu as 24 ans. 25 ans. Ouais. Tu as conscience déjà de tout cela, ce qui permet aussi de faire une grande et belle et longue carrière. Revenons avec Jean-Jacques Bayola justement sur ce genre de choses. Vous qui êtes également responsable de l'école de foot, est-ce que ce sont des choses qu'on essaie de faire assimiler dès le plus jeune âge? On rappelle, l'école de foot, c'est les U6 à U9. Est-ce que vous, dès le plus jeune âge, on commence petit à petit à endoctriner les enfants sur l'importance de l'hygiène de vie? Alors c'est sûr que au-delà de donner le plaisir à l'enfant de venir au stade pour taper dans le ballon, comme on dit, c'est de faire passer des messages de tous ordres. Donc sur d'abord des messages d'éducation toutes simples, c'est-à-dire déjà au moins la politesse, ça paraît tout bête, mais aujourd'hui on se rend compte que la difficulté pour les enfants, c'est d'appliquer des règles simples mais qui sont importantes pour nous.
le bonjour, au revoir, bon, c'est des mots qui sont importants pour que l'on puisse entrer dans l'action. Et puis quand on dit au revoir, ça veut dire que voilà, on sait que l'enfant va s'en aller. Et que, donc ce sont des petits détails, mais qui donc une partie éducative sur lesquels, très, voilà, importante. donc c'est important. Et donc on en profite bien entendu pour faire passer quelques messages. Notamment se coucher de bonne heure, comme Donna l'a expliqué tout à l'heure. Faire attention à la nourriture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations aujourd'hui, avec des nourritures que moi j'apprécie pas personnellement, mais bon. Donc oui, non, mais on essaye de sensibiliser avec des mots simples, des paroles que les enfants peuvent assimiler et comprendre. Mais il est important effectivement que dès le plus jeune âge de donner, je dirais, les bons réflexes. Et justement, quels sont les objectifs pédagogiques? Que doit-on, acquérir à la sortie de l'école de foot, d'un point de vue footballistique? Alors là, si on parle purement technique, pour moi, l'école de foot, c'est pas que les débutants, parce que là, les 6-9 ans, c'est une découverte. Donc là, c'est simplement à ce niveau-là, c'est que l'enfant soit présent aux entraînements. Donc c'est l'assiduité, c'est la ponctualité. Voilà, on fait beaucoup de rapports aussi avec l'école. On arrive à l'école à l'heure, on vient au stade à l'heure. Là aussi, c'est important. Donc on éduque en quelque part l'enfant, mais aussi un peu les parents. Parce que les enfants sont tributaires de leur famille. Donc on fait passer aussi des messages vers les parents. Non, l'initiation, vraiment, ça commence à partir de 10-11 ans, ce qui correspond à l'école à peu près au CE2. Donc les jeunes commencent déjà à savoir lire, écrire, donc ont une perception un petit peu plus prononcée, je dirais, des phrases qu'on peut leur transmettre. Donc on commence l'initiation, c'est-à-dire à apprendre vraiment à jouer avec le ballon. Comment on fait une passe, comment on fait un dribble, comment on va évoluer ensemble sur le terrain. Donc nous on fixe des étapes, une toute simple, U10, U11, on fixe au niveau de la jonglerie. On pense qu'un enfant, lorsqu'il va arriver à 11 ans, doit être capable de faire 50 jonglages avec son pied droit, 50 avec son pied gauche, dès 11 ans, et une vingtaine de têtes, quoi. Je m'aperçois que même à l'heure actuelle, je ne pourrais pas rentrer en 11 et à CFC, donc ça, on prend un petit coup sur la tête, là, mais bon, voilà, bon, et on doit arriver à 13 ans à pouvoir faire 100, 100 et 100 pareil, enfin. Parce que c'est important de savoir bien jongler pour bien jouer au football. Oui, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour la maîtrise du ballon, et puis surtout, ce qui est important, c'est la partie mentale, parce que ça demande beaucoup de concentration et aussi beaucoup d'investissement. Je pense qu'on n'apprend pas à jouer au foot qu'à l'intérieur donc de l'entraînement. Et il y a aussi un travail personnel, comme il y a des devoirs à faire en sortant de l'école. On se doit aussi, pour progresser notamment dans cette petite discipline-là, faire du travail personnel. Et c'est justement là que l'on voit les traits de caractère des enfants, ceux qui sont persévérants, courageux, ou ceux qui lâchent, ou ceux qui sont, voilà, bon, ne font finalement ça que pour un certain plaisir, mais n'essayent pas d'aller un petit plus loin. On peut comparer ça par exemple au tennis et les jeunes joueurs qui s'entraînent contre le mur. Voilà, c'est un peu la même... qui répètent leur gamme. C'est exactement ça. Et alors ensuite, sur un plan purement technique, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gamin, lorsqu'il arrive à 13 ans, il doit être capable de, quand on dit on va jouer avec l'intérieur du pied, faire une passe de l'intérieur du pied, bon, qu'il sache utiliser cette surface, comment il va placer son corps dans l'espace, pareil avec l'extérieur du pied, pareil avec le coup du pied, donc avoir plusieurs façons de jouer avec le ballon. Et surtout, ce qui est important, à contraire du tennis, où on ne joue qu'avec une main, au foot, on doit être capable aussi de jouer avec les deux pieds. Alors, on a un pied fort, comme on dit, on a un pied faible, mais lorsque le ballon va arriver du côté du pied faible, eh bien, on doit avoir ce bon réflexe de ne pas croiser la jambe, notre meilleure jambe, et jouer effectivement avec notre pied faible. Donc ça fait partie de quelques objectifs comme ça, à la volée. On ne peut pas aller trop loin non plus dans les explications, on y passerait beaucoup de temps. Mais c'est simplement vous donner quelques exemples qui vont effectivement fixer des objectifs. Ça me paraît important pour que l'enfant puisse se projeter sur des choses concrètes et qu'il
va apprendre à maîtriser au fil des jours et des semaines. Et les gardiens, comment vous les détectez chez les jeunes joueurs? Alors les gardiens de but, d'abord, ça commence chez les débutants. On essaye déjà de les inciter à aller dans le but déjà. Ça me paraît important. Donc, tous obligatoirement qu'ils essayent, qu'ils se testent à ce poste. Ils essayent, soit à travers les entraînements, soit à travers les plateaux du samedi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis après, il y a quelques enfants qui se dégagent parce qu'ils ont envie de rester dans le but. Alors c'est pas tous les jours toujours facile parce que ces jeunes qui choisissent ce poste-là, ce qui est assez ingrat finalement, parce que c'est le dernier rempart avant que le ballon ne rentre. Il y a surtout à corriger, c'est un peu l'ingratitude des partenaires qui, dès qu'on prend un but, oui, c'est la faute. Souvent, c'est la faute. C'est plus facile de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que soi-même. Donc, il y a un petit travail psychologique. Et puis surtout, on a la chance à Angoulême d'avoir dès les U10 U11 des gardiens de but qui sont diplômés et qui mettent en place donc des pédagogies adaptées pour que ces jeunes-là puissent progresser dans le poste qu'ils ont choisi. Alors également, là, pour tranquillement finir l'émission, qu'il est en lien avec ce que vous nous exposez, il y a le stage bleu-blanc foot dans les événements que vous proposez, qui concerne donc des U6 jusqu'au U13. Voilà, qui aura lieu au mois d'avril. La première semaine, donc j'ai pas les dates en tête, c'est la semaine des 5 jours. Alors c'est j'ai le papier sous les yeux. Du lundi 20 avril au 24 avril. Donc parlez-nous un petit peu de ce stage bleu-blanc foot. Donc est-ce que déjà ça concerne que les licenciés de la CFC ? Non. Toutes licenciés ou non licenciés peuvent donc s'inscrire, garçons, filles également. Donc on a fêté les 20 ans l'année dernière au dernier stage. Donc on a, je pense, un savoir-faire malgré tout. Donc on s'est inspiré à l'époque des premiers stages Larquet, des premiers stages Cap Girondin, etc. Après, on les a mis à notre sauce, je dirais. Donc l'idée, c'est de rassembler un maximum d'enfants d'Angoulême, de la CFC, mais du Grand Angoulême, du département, voire des départements limitrophes. Ça arrive fréquemment que des enfants licenciés viennent chez les grands-parents, passer quelques vacances sur Angoulême et viennent s'inscrire à notre stage. Donc voilà, tous les enfants sont bienvenus. Bien entendu, ce que l'on recherche à travers le stage, c'est que les enfants puissent s'épanouir et faire du foot, mais pas que du foot. Il y a des temps sur le terrain, mais il y a aussi des temps de pause où on en profite justement pour évoquer par des conversations avec les enfants, parce qu'on souhaite que ce soit interactif. Et on parle de différents sujets qui sont importants pour nous, comme la citoyenneté, comme l'écologie, des choses qui nous touchent de près. Encore une fois, la partie éducative qui est prépondérante. Voilà, c'est vraiment très marqué. Des choses concrètes. On laisse pas, par exemple, la douche couler alors qu'on a fini. On éteint la lumière lorsqu'on sort du vestiaire. On fait attention aux papiers, à les mettre bien dans la poubelle. Enfin, des petites choses sur lesquelles nous, on souhaite les sensibiliser. Au-delà de faire des footballeurs, ce qu'on veut en faire surtout, c'est avant tout des citoyens. Et vous prenez presque la place des parents là sur ces gestes-là. Enfin, je sais pas. Les parents, vous venez en renfort. On vient en complément de ce qui doit se faire aussi bien d'ailleurs dans la vie familiale, mais aussi à l'école. C'est vrai que c'est très important de mettre l'accent sur cette partie éducative parce que souvent on voit un entraînement de football, on voit le ballon, les plots, l'éducateur à côté qui. Et puis les professionnels sont pas toujours des références. Effectivement, il peut y avoir quelques abus, il peut y avoir quelques belles références aussi. Il y a de tout, ça reste un microcosme de notre société. Mais c'est vrai que c'est très très important de voir que les éducateurs qui sont à la CFC, des éducateurs tous diplômés, ont un rôle vraiment déterminant dans la construction d'un jeune garçon puis d'un jeune homme. Tout à fait. Alors on profite de ce stage qui est programmé en collaboration avec notre RTJ, responsable technique de jeunes, Nicolas Goursat. Et depuis l'année dernière, on sollicite des associations. Et notamment l'année dernière, on a sollicité les pompiers d'Angoulême qui ont eu la gentillesse de bien vouloir venir et qui nous ont fait des démonstrations avec les petits qui étaient dans l'action sur comment on s'y prend lorsque on a quelqu'un qui a un malaise ou quelqu'un qui a un petit traumatisme. Donc essayer de donner quelques
quelques notions qui sont importantes, de façon à avoir les bons réflexes pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Et pour ce prochain stage, d'ailleurs, on a sollicité nos amis de la police qui vont parler de la sécurité, des choses comme ça. Et je pense que pour les jeunes, c'est toujours intéressant de s'épanouir d'une autre façon que par le football. Ceci dit, il y a quand même la partie technique où le stage se déroule chronologiquement par le lundi par des évaluations. Il semble important que les enfants d'Angoulême ou de la Charente sachent un petit peu où ils en sont sur un plan technique, physique, etc. Ouais, une partie perfectionnement. Voilà. Ensuite, sur le terrain, on approche bien entendu toutes les facettes techniques, dribble, passe, etc. Ensuite, bien entendu, il y a les matchs d'application, les petites rencontres. Et puis, en fin de stage, on aime bien que les enfants soient aussi... Et l'esprit un petit peu de compétiteur. Donc, il y a des petits jeux concours. Et en fin d'après-midi, donc, il y a un petit bilan. Et on remet à chaque enfant des récompenses. Ça, c'est juste le signal que ça va bientôt se terminer. En tous les cas, j'espère que le stage va bien se passer, il n'y a pas de raison. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la CFC. Merci, messieurs, d'être venus à RCF, dans le studio d'RCF. Merci à vous. Donna, on te souhaite d'être toujours autant solide dès mercredi, en ramenant les 3 points. Et c'était un plaisir de venir parler à ce micro. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver encore. On espère. Il y a plein de choses à dire. On fera. On retrouvera effectivement Nicolas Goursat et bien d'autres acteurs de la CFC. Merci Jean. Avec grand plaisir. Encore une belle soirée. Et voilà. On enchaîne. Et puis merci également à Cédric Denis pour la réalisation. C'était donc Pierre-Emmanuel Allard en direct sur RCF Charente. Merci à tous et à très bientôt.